Merci, merci donc à ce public. Nous avons essayé de retracer ce parcours exceptionnel quand même, il faut le dire. Et puis, est-ce que nous avons été fidèles dans la restitution des faits de ce parcours? Oui, je pense que de façon très ramassée, vous avez parfaitement suivi la ligne, ce que je peux considérer comme une ligne de vie professionnelle qui a débuté, donc, comme vous l'avez rappelé, dans l'enseignement. Tout à fait. Parce que, comme je le dis souvent, beaucoup de gens ignorent Tout à fait, que vous êtes passé voilà, par que j'ai quand même un parcours dans l'enseignement. Et je tiens à le rappeler souvent parce que je suis convaincue que ce passage dans l'enseignement m'a permis de me forger et explique aujourd'hui ce que je suis devenue. Parce que la fonction d'enseignante est une fonction d'éducatrice pour les élèves dont vous avez la charge. Tout à fait. Parce que c'est quand même une responsabilité que vous avez vis-à-vis de ces jeunes dont vous avez la charge, à qui vous devez transmettre du savoir. Mais c'est aussi une fonction éducatrice pour soi-même. Tout à fait. Parce que c'est une fonction qui vous contraint à chercher l'excellence, à aller vers l'excellence. Parce que nous avons aujourd'hui, moi j'ai enseigné l'histoire, la géographie et les lettres, et vous avez souvent en face de vous un public jeune, certes, mais un public de plus en plus éveillé, Absolument. qui va lui-même chercher la connaissance en dehors des cadres conventionnels, du cadre conventionnel de l'école. Donc, il faut à l'enseignant d'anticiper sur cela. Donc, au-delà de la formation académique qu'on a reçue à l'école normale supérieure, l'enseignant, le professeur que j'ai été, et je suis sûre que beaucoup de mes collègues qui sont aujourd'hui encore enseignants sont dans cette dynamique-là, sont obligés d'aller en permanence se former et chercher l'excellence. Et je pense que c'est cela qui a guidé aussi toutes les autres étapes de ma carrière, particulièrement le concours de l'ENA. Mais justement, Madame la Ministre, Oui. qu'est-ce qui vous a fait choisir l'enseignement? C'était un concours de circonstances? C'est un choix? Je crois que c'est peut-être le destin et c'est peut-être aussi le modèle qu'a constitué ma mère. Parce que ma mère est enseignante aussi. Elle est institutrice, sortie de l'école des jeunes filles de Rufisque. Et de l'image que j'ai gardée d'elle, c'est une enseignante engagée, très rigoureuse. Si vous rencontrez aujourd'hui ces élèves, ces anciens élèves qui sont là, ils vous renvoient l'image d'une personne très rigoureuse, très sévère d'ailleurs. Et moi, j'ai grandi à côté de cette femme-là, de cette grande femme-là qui nous a éduqués, parce que c'est vrai que nous avions... notre père était officier dans l'armée, souvent parti. Donc, c'est vraiment la maman qui a été à la base de l'éducation, qui nous a forgés. Et c'est inconsciemment peut-être cela que j'ai reproduit et que j'ai particulièrement apprécié. Au niveau de l'ENA, quand vous êtes arrivée, c'est vrai, vous n'êtes pas la première administratrice civile, mais vous êtes allée là où il n'y avait que des hommes. Pourquoi ce choix? Bon, je pense que quelque part, j'ai quand même un fond d'anticonformisme en moi. Quand nous sommes sortis effectivement de l'ENA, pour l'essentiel, à l'époque, toutes les femmes qui sortaient de l'ENA, administrateurs civils, étaient orientées au ministère de l'économie et des finances. Je pense que je ne vais pas heurter mes collègues qui y sont, mais c'est un ministère qui ne me convenait pas, à mon avis. L'idée, c'était de faire autre chose. Autre chose, avec, comme je vous dis, un grand fond d'anticonformisme. Je ne suis pas convaincue qu'il faut toujours faire comme tout le monde. L'objectif, c'est aussi de s'épanouir dans ce que nous faisons. Parce que c'est à ce moment-là qu'on le fait bien et qu'on le fait mieux.
Voilà, donc c'est cela qui a expliqué qu'au moment de sortir de l'ENA, j'ai préféré, moi, aller au ministère de l'Intérieur, où j'ai été très bien accueillie et responsabilisée. Tout à fait. Et tout à l'heure, dans le reportage, en énumérant un peu les différents postes que vous avez occupés, il y a eu ce poste d'adjoint au gouverneur. Est-ce que cela vous préparait quelque part à être à la tête de l'exécutif territorial comme préfet, d'abord, ensuite comme gouverneur? Effectivement, le poste d'adjoint vous prépare aux fonctions de titulaire. Et ça, vous me donnez l'occasion justement de lever une équivoque. Parce qu'il est arrivé que certains de nos parents, de nos proches, lorsque vous êtes nommé, après avoir été adjoint au gouverneur chargé du développement ou des affaires administratives, vous êtes nommé préfet, certains de vos proches pensent qu'on vous a rétrogradé. Alors qu'il n'en est rien, parce que le poste d'adjoint, ce n'est pas un poste de titulaire. Hein? Donc, même si c'est après le gouverneur. Tout à fait. Donc, c'est la voie normale pour vous préparer à tenir le poste de commandement qui est le poste du préfet. Du préfet. Justement, par rapport à ce poste de préfet, juste une petite anecdote pour information. En France, c'est en 1981 qu'on y a nommé pour la première fois une femme préfet. C'était dans le département du Loir-et-Cher avec Yvette Chassagne. Plus près de nous, au Mali, c'est en 2003. Qu'il y a eu pour la première fois une femme préfet avec Kadiatou Founé-Maïga, qui a été aussi comme vous la première gouverneure au Mali. Et au Cameroun, c'est seulement en 2012 qu'il y a eu pour la première fois une femme nommée préfet. Mais celle-là, Antoinette Zongo Nyabon, elle a appris sa nomination comme tout le monde dans le 20 heures. Comment avez-vous appris votre nomination? Bon, il faut déjà dire que moi, quand j'ai été nommée préfet en 2005, j'étais déjà dans le corps, parce que j'étais adjointe au gouverneur, chargée des affaires administratives. Et je voudrais justement, avec votre permission, rendre un hommage quand même aux gouverneurs qui m'ont accueilli dans la territoriale, dont le gouverneur Salou Sambou, dont j'ai été l'adjointe. C'est le seul gouverneur dont j'ai été l'adjointe. Après, je suis partie au niveau préfet, mais j'ai eu à travailler avec d'autres gouverneurs qui m'ont vraiment soutenue. Alors, moi, ma nomination, je l'ai appris par le canal quand même du ministre de l'Intérieur lui-même, qui m'a fait l'amabilité de m'appeler pour m'informer que je venais d'être nommée préfet du département de Guédiawaye en 2005. Et comment ça a été accueilli au niveau de votre famille? Votre famille, le papa et la maman, bien sûr, mais également l'époux, les enfants? Avec les parents, avec beaucoup de sérénité. Si vous avez rencontré mon père, c'est aussi quelqu'un qui a servi, c'est vrai, dans un autre cadre, l'État. Et cela l'amène, lui, à tout prendre avec beaucoup de calme, beaucoup de réserve. C'est son attitude. Et l'attitude de la maman aussi, c'est la même chose. Maintenant, la famille, les sœurs et autres, c'était effectivement une joie pour eux. Vous étiez mariée à l'époque? Oui. Donc, c'était vraiment une joie pour eux que leur sœur ait pu être promue à ce niveau de responsabilité. Mais ce que je garde, moi, de ce moment-là, ce sont les paroles de mon père. Il a dit, c'est une lourde responsabilité, ma fille. Et c'est tout ce que j'en ai gardé, pas autre chose. Dans tout le discours. Au-delà de l'effervescence, de la joie que ça peut communiquer, c'est surtout le sentiment que c'est une charge importante qui vous est, qu'on vous demande de porter, une mission qui n'est pas facile et donc pour laquelle il faut garder la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés sur le sol, ne pas avoir la grosse tête et surtout avoir bien appréhendé ce qui nous est confié. Tout à fait. Et pour ces postes de préfet, vous avez été d'abord à Guédiawaye, ensuite à Pikine. C'est la banlieue. C'est des départements, entre guillemets, réputés difficiles. J'espère que mes parents de la banlieue ne vont pas m'en vouloir. Je suis de la banlieue moi aussi. Donc, est-ce que vous avez eu à sentir cette difficulté
dont on parle au niveau de ces départements sur le plan gestion des ressources humaines, mais également par rapport à tous ces événements qui s'y déroulent? Oui, j'ai fait à Guédiawaye et à Pikine, l'un dans l'autre, 7 ans. Pour dire que moi-même, je suis devenue quelque part fille de la banlieue. Des départements difficiles, oui, particulièrement difficiles, du fait de la nature des problèmes qu'on y rencontre, du fait des difficultés que les populations de ces banlieues, de ces 2 départements rencontrent et auxquelles il faut faire face avec ces populations-là. Parce que vous savez, l'autorité administrative, dans la circonscription, qu'elle soit arrondissement, département ou région, et aussi et surtout le représentant du pouvoir exécutif. Nous disons d'ailleurs que nous sommes délégués du chef de l'État et représentants de l'ensemble des ministres. Donc vous êtes chargés de coordonner toutes les politiques publiques au niveau déconcentré. Mais vous êtes également chargés d'être à l'écoute de ces populations, d'être ouverts pour pouvoir prendre le pouls et voir concrètement quelles sont leurs difficultés, pour être, dans un sens inverse, aussi une courroie de transmission par rapport aux difficultés que vivent ces populations. Or, vous dites que vous êtes de la banlieue. Vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas en 2005, dès que je suis arrivée à Guédiawaye, nous avons eu les grandes inondations. Parce que si on remonte un petit peu l'histoire, 10 ans en arrière, 2005, ça a été l'année où nous avons vraiment dû faire face de façon très difficile à ces inondations-là. Un problème d'urbanisation, une urbanisation anarchique. Vous avez très peu de quartiers lotis. Vous avez une population assez nombreuse par rapport au nombre, parce que Guédiawaye est un petit département, mais a le taux la densité de population la plus importante du Sénégal, parce que justement c'est un département qui est assez petit, géographiquement oui. À Pikine, vous avez par contre un département très vaste. Pikine, c'est pratiquement le département le plus grand de la région, mais qui a des disparités de développement aussi dont il faut tenir compte, avec toujours le problème de l'urbanisation sauvage et son corollaire que sont les inondations. Donc la gestion des populations, elle est difficile, mais elle est accessible dès lors que vous avez une écoute vis-à-vis des populations. Moi, je dis, quand on me dit que ce sont des départements difficiles, je dis oui, parce qu'il faut tout le temps être à la fois sur le terrain, être à l'écoute, pouvoir coordonner tout ce qui se fait et gérer les crises ponctuelles. Parce que, compte tenu justement de la spécificité démographique, vous avez aussi des questions de sécurité qui sont plus tendues qu'ailleurs et donc qu'il faut savoir prendre en charge et de façon diligente. Voilà, c'est peut-être ça l'aspect, mais ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs aussi. Et dans les régions, à Fatick, vous y avez été gouverneur. Oui. Entre la fonction de préfet dans la capitale et celle de gouverneur dans une région, vous êtes une femme et il y a des spécificités pour les femmes, ça on ne peut le nier. Est-ce que dans l'exercice de cette fonction, vous avez eu à sentir à un moment donné votre statut de femme par rapport, je dirais, à la chefferie traditionnelle par exemple, par rapport à certaines traditions où les femmes ne sont pas acceptées? Est-ce que vous avez eu à être confrontée à cela, malgré votre statut d'autorité? J'aime souvent à le rappeler, et cela c'est peut-être sans vouloir soulever le courroux de mes amis de Dakar,
Les populations dans les régions sont très respectueuses de l'autorité. Très respectueuses de l'autorité. Et ça, je l'ai découvert à Fatick. Et il y a eu des spécificités, disons, une approche différenciée du fait que moi, j'étais une femme, mais qui ne m'a pas empêché vraiment de faire mon travail. Aussi bien à Pikine qu'à Guédiawaye, mais également à Fatick. Il y a, c'est normal, une certaine appréhension que les gens ont lorsqu'on sait que c'est une femme qui va venir diriger soit ce département ou cette région. Parce que femme administrateur civil, femme préfet, femme gouverneur, derrière, on lit tout de suite rigueur, intolérance. Mais à l'arrivée, je pense que tout est dans le style de management qu'on adopte. Et c'est en se mettant dans une position d'ouverture vis-à-vis des autres qu'on arrive à leur faire comprendre que cette personne que vous avez en face de vous, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, c'est un préfet ou un gouverneur. C'est l'autorité. Moi, je dis vraiment, qu'on me dise femme préfet, oui, femme gouverneur, oui, mais c'est avant tout le gouverneur ou le préfet. Maintenant, comme je dis aussi, il faut pouvoir faire comprendre aux autres, aux communautés dont vous avez la charge, que c'est avant tout l'autorité qui est là et qui doit vous servir, qui est appelée à vous servir comme ses collègues hommes, dans n'importe quelle posture. Il peut arriver effectivement que dans certaines circonstances, par exemple dans les cérémonies traditionnelles ou religieuses, qu'on ait des a priori. Comment est-ce qu'elle va se comporter. Mais dès lors que vous en avez fait une, vous êtes tranquille. On se dit, ah oui, pourtant c'est possible. Il faut montrer aux gens que c'est possible. C'est parfaitement possible. Et moi, ce que je retiens d'ailleurs de mon parcours dans la territoriale, c'est ça. C'est de montrer aux populations, aux dirigeants politiques aussi, que c'est possible. Que c'est possible que les femmes tiennent ces postes-là. Et Mahmoud le disait tout à l'heure, on en a de plus en plus. Tout à fait. Qui sont dans la territoriale et qui sont aujourd'hui ma fierté. Donc pour la petite information, je crois qu'elles sont maintenant 7 dans le commandement territorial, 7 femmes. Les informations, je l'ai eues de votre cabinet d'ailleurs. Et je remercie M. Tunkara pour ça. Elles sont 7 donc, 2 adjointes au gouverneur, 2 préfètes et 3 sous-préfètes. Voilà, donc je féminise carrément, je ne dis pas 2 femmes sous-préfets. Comme quoi, on n'en a pas encore 10. Voilà, il faut vraiment... Mais ça va venir. On espère. Ça va venir. Nous allons maintenant passer à une autre casquette, puisque vous en avez quand même, avec le ministère. Donc le ministère de la fonction publique, de la rationalisation des effectifs et du renouveau public. Expliquez-nous d'abord ce que signifie ce contenu. Parce qu'on avait jusqu'ici l'habitude d'entendre ministre de la fonction publique et de la formation professionnelle, mais là on parle de rationalisation des effectifs et du renouveau public. Du service public. Du service public, voilà. Voilà. Alors, effectivement, comme vous le dites, dans la tradition de notre administration, nous avions plutôt l'habitude d'entendre, et c'est ce qui est resté d'ailleurs, et qui fait qu'aujourd'hui encore, on parle plus du ministre de la fonction publique, en occultant plus ou moins les autres missions qui sont aujourd'hui les missions du département. Donc la fonction publique, je ne m'y attache pas tellement. Tout le monde en connaît les contours. C'est la gestion de l'ensemble des agents de l'État. Alors, je pense que le choix de rajouter les missions rationalisation des effectifs et renouveau du service public, cela emporte en fait l'option du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, de donner un nouveau souffle à notre administration. Vous savez qu'entre 2012 et 2014, il a été mené au sein de la fonction publique un audit, l'audit des personnels,
de la fonction publique, parce qu'il fallait savoir, après plus de 50 ans de gestion, le qui nombre, est là, qui n'est plus là. Voilà. Voir concrètement, de façon fiable, quel est l'effectif de la fonction publique. Parce que le ministère le département de la fonction publique avait sa base de données, ses chiffres. Le ministère de l'économie et des finances avait également ces chiffres, parce que ce sont des personnels dont nous gérons la carrière, mais qui, du point de vue de la rémunération, sont pris en charge et gérés par le ministère de l'économie et des finances. En d'autres départements ministériels, particulièrement le département utilisateur, le gros département utilisateur de personnel qui est le ministère de l'Éducation nationale, d'autres chiffres étaient disponibles. Il fallait harmoniser, mettre en cohérence tout cela pour savoir d'abord quelle est de façon très rigoureuse le nombre et connaître aussi les agents qui sont de la fonction publique, qui relèvent de la fonction publique. Donc, cet audit a été fait. Aujourd'hui, nous en avons les résultats. Et au-delà de l'aspect dénombrement, il fallait surtout nous projeter vers une gestion plus harmonisée, plus cohérente. Le ministère chargé de l'administration de ce personnel, qui est le ministère de la fonction publique, et les ministères utilisateurs. Donc, d'où l'importance de la rationalisation des effectifs, parce que nous allons continuer à alimenter la fonction publique, à alimenter l'administration en personnel, mais en partant des éléments que nous avons aujourd'hui par rapport au nombre, par rapport au profit. Et ça, vous êtes revenu tout à l'heure dans le reportage sur un prix que nous avons reçu. Tout à fait. Et nous l'avons reçu suite à un projet que nous avons lancé au niveau du ministère, parce que nous sommes en train d'élaborer le répertoire opérationnel des métiers, des emplois et des compétences de l'État du Sénégal, qui devra nous permettre de voir quels sont les profils que nous avons au sein de l'administration publique sénégalaise, de nous projeter, qu'il va falloir créer, parce que nous sommes un élément dynamique aussi. L'administration, elle n'est pas statique, elle évolue. Et même si elle est perçue comme quelque chose d'ankylosé même. Et ça, c'est le troisième élément de la mission du ministère, c'est le renouveau du service public. Et monsieur le directeur du renouveau est là. Je lui ai dit, il faut travailler, il faut souffrir et travailler. Parce que nous attendons beaucoup de cette mission renouveau. Le chef de l'État en attend beaucoup et nous devons nous y mettre. Et qui peut-être donnera même une nouvelle image de l'administration. Et nous allons parler de... Le réalisateur me fait signe qu'il nous reste 5 minutes. Ah oui. Donc nous allons parler rapidement de ces négociations. C'est vrai que tout à l'heure... Donc j'ai encore une petite prolongation. Quelle a été la suite de la rencontre du 6 mars dernier? C'est vrai qu'on nous a fermé la porte. Mais plus sérieusement, comment avancent les négociations entre le ministère et le SAES précisément, puisque c'est eux qui étaient en mouvement de grève de manière assez violente? Alors, pour ce qui concerne le SAES, vous avez vu que nous avons entamé des négociations avec le syndicat et je voudrais vraiment saluer l'attitude de l'ensemble des acteurs, la partie gouvernementale avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre Mansour Sy et le ministre du Budget qui ont participé à cette plénière, mais également et surtout la partie syndicale, parce que nous avons quand même travaillé dans un esprit d'ouverture qui nous a permis aujourd'hui de connaître une trêve et de poursuivre les travaux. Vous savez, comme vous dites, votre caméra n'a pas été admise, parce que quand on discute, et je suis convaincue qu'on discute en famille, il est préférable de le faire de façon très discrète, en espérant vraiment que nous aurons à l'issue
une solution à cette crise-là et que nous allons, au-delà de la trêve, avoir carrément la levée du mot d'ordre du SAES, parce que le gouvernement est aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, tout à fait disposé et ouvert, parce que nous savons que c'est là l'intérêt des étudiants, c'est là l'intérêt du système éducatif et particulièrement de l'université sénégalaise, que nous devons trouver une solution, et je suis convaincue que nous y parviendrons. Et c'est en bonne voie. C'est en très bonne voie. En vous nommant à la tête de ces départements, de la fonction publique, avec le front social qui est souvent en ébullition plus que de raison, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, est-ce que je ne suis pas tombée dans un piège? Puisqu'on dit souvent qu'il y a certains postes ministériels qui sont des coupe-têtes. Le vôtre, vous pensez que le vôtre en fait partie? Je crois que là, c'est la posture de l'administrateur civil qui a prévalu sur tout. Un administrateur civil, c'est un fonctionnaire de l'État qui accepte et engage la mission qu'on lui donne, qu'on lui confie, en se disant que je ferai tout pour que cette mission-là, qu'elle réussisse. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait dans le gouvernement des postes plus faciles que d'autres. C'est vrai qu'il y en a... Ils sont plus exposés. On peut penser que c'est des postes où vous êtes plus exposés. Mais moi, je pense que l'engagement est le même. Il faut être engagé à soulever les défis, à porter les combats quand il faut. Et puis, comme je dis, avec beaucoup de sérénité. De ce que je peux retenir de cette carrière dans la territoriale, c'est qu'il faut savoir, face à une crise, être vraiment maître de soi et avoir beaucoup de sérénité. Parce que les bonnes solutions, elles ne viennent à vous que lorsque vous êtes serein et capable de réfléchir. Lorsqu'on est perturbé, très fébrile, il est rare qu'on ait de bonnes solutions. Mais dès lors qu'on l'a, je pense qu'on peut, malgré toutes les difficultés, arriver à avoir une solution. Parce que, encore une fois, Neydom, je le dis, je le répète, ceux qui sont en face de nous, ils ne sont pas en face de nous, ils sont avec nous. Ce sont des Sénégalais comme nous autres et nous voulons tous que le pays là, qu'il avance. Et chacun joue sa partition. Oui. Tout à fait. Nous allons maintenant terminer par votre vie de femme. Vous êtes femme, vous êtes mère, vous êtes épouse et vous êtes aujourd'hui ministre après avoir eu des fonctions au niveau de la territoriale comme préfet, comme gouverneur. Quelle est la différence entre ces différentes fonctions par rapport à votre statut de femme? Quel est le plus prenant pour vous? Si je dois comparer, c'est difficile. Je crois que toutes ces fonctions-là sont prenantes. Elles sont très prenantes, mais de façon différenciée. Dans la territoriale, vous êtes à un niveau opérationnel où il faut, préfet, s'entend, préfet, parce que le niveau de gouverneur, vous coordonnez plus, même si par moment vous êtes obligé d'être sur le terrain. Mais au niveau préfet, c'est le niveau auquel je suis restée le plus longtemps. C'est vraiment un niveau opérationnel où l'autorité administrative est appelée à être sur le terrain à tout moment. Et c'est en cela que c'est prenant. Au niveau ministériel, vous êtes à un niveau stratégique de conception. Où, ici aussi, il faut être alerte parce que vous êtes au niveau d'élaboration des politiques publiques qui ont un impact sur la marche du pays. Donc, il faut aussi être très alerte, pouvoir anticiper sur ce qui arrive, sur les changements à venir et orienter les choix politiques en fonction de cela. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce sont des fonctions qui sont très prenantes. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'y suis. Pour la femme que je suis, la mère que je suis et l'épouse que je suis, c'est effectivement un temps plus réduit,
à passer en famille et qu'on essaie de combler par la qualité des moments que nous pouvons passer ensemble. Donc vraiment nous vous remercions et vous donnons donc peut-être un conseil que vous pourrez donner à ces jeunes femmes plus précisément qui voudraient peut-être s'engager dans cette territoriale. Il y en a déjà qui sont là, mais peut-être leur dire quelques mots et leur faire comprendre. Peut-être que ce n'est pas facile, mais comme vous avez dit, avec de la volonté, on peut tout faire. C'est le seul mot que je voudrais leur dire. Celles qui y sont déjà, elles savent que c'est possible. Moi, en intégrant ce corps-là, l'un de mes objectifs, c'était ça. C'était de montrer que c'était possible, que l'on tienne ces postes-là. Et je ne pense pas qu'elles ont démérité jusqu'à présent, vu les promotions qu'elles continuent à avoir. Donc, c'est par la volonté, c'est par l'abnégation et le sens du service à son pays qu'on peut aller aussi loin qu'on peut. Dernière question. Un administrateur civil qui a occupé la tête de l'exécutif, qui est aujourd'hui ministre, à quoi est-ce qu'elle peut prétendre demain? À servir son pays. Continuer à servir son pays. Voilà, merci. Merci à Madame Viviane Elisabeth Laure Bampassi. Et merci également à tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette émission. Merci, un merci particulier aux membres de votre cabinet qui sont ici présents. Merci à M. Tunkara, votre directeur de cabinet, mais également merci à ma consoeur Aïssatou Traoré qui m'a été vraiment d'une aide précieuse pour la préparation de cette émission. Merci à votre papa, le colonel Didier Bampassi, à l'honorable député Mme Hawadja Thiam, ainsi qu'à Mohamed Diop, l'actuel secrétaire général de l'ENA. Vous les avez tous vus dans le reportage tout à l'heure. Merci à nos partenaires du Goethe Institut où se déroule cette émission, M. Yesman et l'ensemble de ses collaborateurs. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission, équipe dirigée par Tian Chandou, mais merci également à l'équipe de FC Média. Et merci à vous, chers téléspectateurs de la Sen TV. Je vous remercie et vous retrouve dans 15 jours avec un autre champion.